Bonjour à tous, c'est Jay, bienvenue dans ce premier épisode de Présenter Armes, où je vais tenter de vous présenter donc mon Glock 44 en 22 long rifle. Alors, on va commencer par la partie la plus chiante, c'est-à-dire la fiche technique. Je suis désolé, personnellement, ça me fait certainement chier plus que vous, mais il faut bien qu'on démarre par quelque part. Donc, nous avons un pistolet semi-automatique en calibre 22 long rifle qui est livré de base avec deux chargeurs de 10 coups. Ça, c'est pas très bien, on y reviendra plus tard. La longueur de canon. Alors, sur la fiche, il est écrit 102 mm, sauf que, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la version filetée, donc on est à 116 mm selon mes calculs. Alors, en ce qui concerne le poids, donc le poids de l'arme à vide est donné à 430 grammes. Moi, j'ai trouvé 437, probablement à cause du canon fileté qui est un peu plus long, et de la bague de protection des filets qui elle-même est en acier. Et en gros, dans les 430 grammes. On peut essayer de comparer avec mon 19 qui lui aussi est fileté. Donc, on va les mettre comme ça, ce sera très bien. Donc j'ai dit le Glock 44 avec un chargeur vide, hein. Bien sûr tous les chargeurs sont vides évidemment. Donc lui est à 437 grammes. Le Glock 19, encore une fois version filetée avec sa bague de protection en acier, lui il est pesé à 680 grammes. La différence peut paraître importante, là où ça va devenir très rigolo, c'est qu'en réalité... Ah oui. Pas oublier d'enlever le chargeur avant d'essayer de démonter un Glock. En réalité, lorsque vous pesez les deux carcasses séparément, il y a 3 grammes de différence. La carcasse du Glock 19 Gen 4 à vide, je l'ai pesée à 132 grammes. La carcasse du Glock 44 Gen 5, évidemment, à vide, je l'ai pesée à 129 grammes. 3 grammes de différence. Là, on va avoir une très très grosse différence. Alors, tout le monde va me sauter dessus en me disant, bah, c'est sur le canon. Et bah, pas tellement, figurez-vous. Alors, il faut que j'enlève les bagues de filetage, évidemment, avant de vous parler de tout ça. Et évidemment, elles ne sont pas dans le même sens de démontage. Le canon du Glock 44, donc vous voyez, il est tout petit. Il pèse 89 grammes. Le canon du Glock 19, qui est beaucoup plus gros et fileté lui aussi, je l'ai pesé à 112 grammes. Voilà, donc la différence n'est pas énorme. Là où on va avoir une énorme différence, évidemment, vous l'avez deviné, c'est sur les glissières. Donc la glissière du Glock 44, qui a un bon pourcentage de polymère, elle pèse 135 grammes. La glissière du 19, qui est évidemment tout en acier, je l'ai pesée à 346 grammes. Donc plus du double. Voilà pour les poids. Donc l'ensemble... Où est mon canon? Il est là. L'ensemble canon, glissière, ressort récupérateur, bague de protection des filets. Sur le 44, ça pèse 241 grammes. Donc 241 grammes, plus on a dit 129 grammes. Ça, c'est pour le 44. Pour le 19, donc l'ensemble canon, glissière, tout, pardon, je l'ai mis à l'envers. Ensemble récupérateur, bague de protection des filets. Faut pas que je me gourre, c'est dans ce sens-là.
Sur le 19, on est à 485 grammes. Donc encore une fois, le double. Voilà, donc ça, c'était pour les différences entre un Glock 19 et un Glock 44. Donc on va continuer sur la présentation du Glock 44. Longueur totale 185, encore une fois, avec le canon fileté et la bague, je pense que c'est plus, mais je ne les ai pas remesurés. Longueur de la glissière 174 mm, épaisseur totale 32 mm. Donc, on est sur la même chose hein, par rapport à un 19, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a? Après, on a des données qui sont vraiment pas intéressantes. Donc, ah si, pardon. La hauteur totale, 12 cm 8, donc 128 mm. Encore une fois, par rapport à un 19. Bon, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Peut-être que le 19 est un tout petit peu plus grand à cause de son petit chargeur. Même pas, non. Non, c'est vraiment pareil. Voilà, donc on a deux pistolets qui en termes de dimension sont les mêmes. C'est juste le poids qui va énormément changer. Est-ce qu'on a d'autres données intéressantes? Alors, le poids de départ sur le 44, qui est un Gen 5 forcément, il est donné à 26 Newtons, soit 2,6 kg. Le poids de départ sur mon 19, qui est en Gen 4, normalement il est à 28 Newtons, c'est-à-dire 2,8 kg, donc il y a 200 grammes de différence. Ça a une petite incidence lors du tir. La détente du 44 paraît très légèrement plus fluide. Enfin, ça reste une détente Glock. Hein. Donc, si vous n'aimez pas les détentes Glock, quittez cette vidéo. C'est une perte de temps pour vous. Après, on a tout un tas de données qui ne sont pas intéressantes. Donc, je ferme la fiche technique. Et on va passer à la partie la plus importante selon moi, à savoir pourquoi j'ai choisi un Glock 44 pour mon pistolet en 22. Alors évidemment, il y a des gens qui vont me dire, bah c'est simple, c'est parce que tu es un fan de Glock, tu es un Glock fanboy, tu es un Glock tard, je sais pas quoi. Ok. Alors, le seul Glock que j'ai voulu acheter, c'était celui-là. C'était mon 19. Parce que j'ai passé des années à m'entraîner avec celui de mon club et qu'on s'entendait assez bien. Ensuite, vous avez vu la première vidéo de ma chaîne pendant le Challenge Terre Sportive 2024. J'ai également un Glock 29 en 10 mm auto. Le Glock 29, je l'ai acheté parce que je voulais un 10 mm auto. Maintenant, vous pouvez faire l'expérience vous-même, vous allez voir, c'est très rigolo. Vous allez sur NatureAbeuil, vous allez sur n'importe quelle armurerie en ligne et vous tapez pistolet 10 mm auto. Je vous garantis que vous allez rigoler, notamment en voyant certains tarifs. De mémoire, chez Lesber sur NatureAbeuil, on oscille entre 4 000 et 13 000 euros. D'accord. Toujours de mémoire, sur NatureAbeuil, les seuls pistolets qu'on trouve en 10 mm auto, à part des Glock, on a un Ruger à 2500 euros sur une plateforme 1911, et on a un Smith à 1400 euros, qui me plaît beaucoup. Le seul problème, c'est que il est vendu par une armurerie qui n'est pas très bien cotée, et je pense que c'est à raison, où il y a énormément de commentaires avec des problèmes, et l'armurerie en question sur NatureAbeuil n'arrête pas de préciser qu'il n'est jamais en stock, que c'est sur commande, que les délais de livraison sont incertains, etc., etc. Donc, quand vous voulez un 10 mm auto en France, et ne pas payer le prix d'une petite voiture, la solution la plus rapide et la plus simple, c'est de prendre un Glock. Voilà. Donc ce n'est pas parce que je serais un Glock fanboy complètement attardé que j'ai pris un 44 en 22. Je vous explique maintenant les véritables raisons. À la base, je voulais le Smith & Wesson M&P 22, donc le MP22 on va dire. Donc le petit Smith en 22, je voulais un petit Plinkster parce que les pistolets de compétition type DES 69, Morini, Pardini, etc. ne m'intéressent pas. Et les pistolets de type blaster, ce que j'appelle le type blaster, dont vous voyez des photos qui défilent en ce moment, du type Ruger Mark 1, 2, 3, 4, Browning Buckmark,
Il y a Smith & Wesson aussi qui fait ça dans sa gamme Victory ou Liberty. Enfin, vous voyez tout ça à l'écran en ce moment. Alors, les Smith & Wesson et les Browning ne m'intéressent pas. Les Ruger m'intéressent énormément, évidemment. Les Ruger marque 2, 3, 4 sont pour moi les meilleurs pistolets en 22. Par contre, c'est absolument pas les mêmes tarifs. Les Ruger marque 2, 3, 4 en 9 commencent à 700 € et montent très rapidement sur les 1000 €. Moi, je voulais un petit Plinkster pour pratiquer le tir à moindre coût, pour pratiquer un tir un peu plus ludique, un peu plus marrant. Et donc, j'étais parti sur le Smith & Wesson. Le problème du Smith & Wesson et de énormément d'autres petits pistolets Plinkster en 22, comme vous allez les voir défiler à l'écran en ce moment, c'est qu'ils sont fabriqués sur le mode culasse blowback, c'est-à-dire, je pousse le Glock 44 et je vous montre tout de suite. C'est-à-dire que c'est à peu près la même fabrication que les pistolets à blanc du type Bruni GAP que vous voyez dans mes mains en ce moment, à savoir un canon fixe goupillé à la carcasse et une glissière en métal léger, généralement en Zamac, pour les armes les plus qualitatives, mais très généralement en Zamac. Et le pire, c'est que sur ce genre de pistolet, c'est un faux striker, c'est-à-dire que vous avez un petit marteau qui est caché comme ça. C'est notamment le cas sur le Sig Sauer P322. Il me semble que c'est également le cas sur le Smith et sur le Walther P22, M22, P22 je crois. Bref. Sur tout ce genre de pistolet, on a ce genre de système qui me rappelle les pistolets à blanc. Alors, entendez-moi bien avant de hurler. Ces pistolets sont très certainement de très bonne qualité. Je ne dis pas ça pour les dénigrer. C'est simplement que moi, je ne voulais pas ça sur mon pistolet en 22. Je voulais un pistolet en 22 dont le fonctionnement soit le plus proche possible d'une arme de gros calibre. Je n'irai pas insulter qui que ce soit en disant d'une arme réelle, mais d'une arme de gros calibre normale. Je voulais un système qui se rapproche le plus possible d'une arme de gros calibre normale. Voilà. Ce n'est pas dénigrer le Sig Sauer P322, ce n'est pas dénigrer le Walther P22, ou d'ailleurs PPQ22, parce qu'il y a plusieurs modèles, mais ils fonctionnent tous de la même manière. Ce n'est pas dénigrer le Smith & Wesson MP22, ce n'est dénigrer personne. Je suis sûr que ces pistolets fonctionnent extrêmement bien, que ce sont de très bonnes armes. C'est juste simplement que moi, je ne voulais pas ça sur mon pistolet en 22. Alors, ces petits Plinkster fonctionnent de cette manière, tout simplement parce que la cartouche de 22 long rifle n'est pas suffisamment puissante pour faire reculer une culasse plein pot, calée qui plus est, comme sur un Glock 19 par exemple, ou n'importe quel autre pistolet de gros calibre. Les fabricants ont trouvé un autre moyen que les fameuses culasses blowback, là, comme sur le Bruni GAP. C'est ce qu'on appelle le système de la demi-culasse. Donc vous pouvez voir en ce moment défiler des photos du CZ75 Cadet, qui est vraiment excellent, hein. C'est une référence sur les pistolets en 22, le CZ75 Cadet. Comme vous pouvez le voir, il y a une découpe. La culasse est en deux parties. Et en fait, il n'y a que la partie inférieure qui recule, qui est la vraie culasse. La glissière, dans sa grande majorité, elle est fixe. C'est un système absolument excellent. Mécaniquement, c'est absolument irréprochable. C'est très 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 bien pensé, très bien fait.
J'aurais pu prendre ça, effectivement, mais le CZ75 Cadet, d'abord, est un percuteur frappé et comme dans mon esprit, à la base, j'étais plutôt parti sur le Smith & Wesson MP22, dont je pensais qu'il était à percuteur lancé. J'étais plutôt parti sur un striker et non pas sur un pistolet muni d'un marteau. L'autre raison, c'est que le CZ75 Cadet commence un peu à dater et je voulais un truc un petit peu plus moderne. Voilà. Ça, ce sont mes choix à moi. Encore une fois, le CZ75 Cadet doit être un des meilleurs pistolets en 22 qui existent sur le marché actuellement. Donc ça n'a rien à voir avec sa qualité. J'aurais pu également choisir dans la même veine le Beretta 92 en 22. Qui lui... alors le Beretta 92 en 22 de mémoire, il a une carcasse polymère et une glissière en aluminium. J'aurais pu choisir également ça, mais encore une fois, c'est un percuteur frappé. Moi, je voulais plutôt partir sur un striker. Donc, selon mes critères, qui encore une fois sont mes critères, c'est absolument pas pour dénigrer qui que ce soit, le Glock 44 commençait à arriver en bonne position. Le challenger principal du Glock 44, ça aurait été le FN 502. Alors, encore une fois, pour tous les gens qui penseraient que je suis un Glock fanboy absolu, vous allez devoir apprendre quelque chose. Mes deux marques préférées d'armes à feu sont HK et FN. Donc évidemment, le FN 502 avait une super bonne place. Cela dit, le FN 502, encore une fois, est un pistolet à percuteur frappé. Lui au moins a l'avantage de l'assumer, puisque le marteau est à l'extérieur. Là où ce qui m'a vraiment déçu, par exemple, sur le Sig Sauer P322, c'est qu'on a un marteau qui est planqué à l'intérieur, exactement comme sur le Bruni GAP. Et donc, ça, c'est vraiment pas ce que je voulais. Alors, là, on va rentrer dans un argument extrêmement personnel. Le FN 502 est fabriqué par Umarex. Ne commencez pas à hurler tout de suite. Umarex est une très bonne marque, d'ailleurs tellement une excellente marque qu'elle possède le groupe Walter. Cela étant dit, ce que vous ne savez pas, c'est que dans ma vie, j'ai été prestataire de service. Plus précisément, j'ai bossé pour les pires prestataires de service qui puissent exister en France, voire même en Europe. Évidemment, je ne donnerai pas de nom. On est sur des conditions de travail que personnellement, je pensais reléguer à des pays du tiers-monde, ou en tout cas au 19e siècle. Donc, cela étant dit, je n'accuse pas Umarex d'être une boîte de ce genre. Je pense qu'Umarex est une excellente boîte. Je suis certain qu'Umarex paye correctement ses salariés et les traite correctement. Mais, lorsque une marque comme Glock prend la peine d'ouvrir des lignes de production, avec 30 ans de retard, on est d'accord, pour fabriquer son pistolet en 22, par rapport à FN, qui se contente de balancer le dossier chez le copain Umarex, c'est-à-dire à une frontière de lui, puisque donc, FN est en Belgique, Umarex est en Allemagne. C'est pas que ça donne un mauvais point à FN, mais ça donne un bon point à Glock. Voilà. Vous pouvez trouver ça parfaitement débile, vous pouvez trouver ça tout à fait irrationnel. Je suis encore une fois convaincu que le FN 502 est une excellente arme. Je redis que Umarex est très certainement une très très bonne boîte, que la qualité de leur production n'a à souffrir aucune critique, mais dans mon cas très personnel, et on va même dire intime, ça compte. Voilà donc le dernier argument qui m'a fait choisir le Glock 44. Bien, maintenant on va passer aux qualités et aux défauts. Alors, les qualités du Glock 44. Alors évidemment, quand vous possédez comme moi un 19,
Le Glock 44 a un très gros avantage, c'est qu'il vous permet de vous entraîner sur une plateforme extrêmement proche de votre 19, à un coût contenu, en termes de munitions évidemment. Donc déjà, ça c'est un point très positif. Vous avez deux plateformes qui sont vraiment extrêmement proches, donc ça c'est très bien. Ensuite, en termes de précision, donc là normalement vous avez dû voir le premier épisode de G44 avec les petites cartouches Winchester qui étaient assez moyennes. Bon, le score reste quand même assez honorable à 25 mètres. Cela étant dit, attendez les prochains épisodes de G44. Là, je viens de finir de tourner le deuxième épisode avec des munitions plus chères, plus connues, plus corporate, plus propres. Je vous garantis que le résultat n'est pas le même. Sachant que je n'ai pas encore trouvé la meilleure munition pour cette arme, on peut arriver à des scores extrêmement élevés. D'accord ? Je ne vais pas vous spoiler, mais deuxième épisode de G44, on est juste en dessous de 9 sur 10 de moyenne. Bien. Donc niveau précision, c'est excellent, il n'y a absolument rien à dire. En ce qui concerne le prix, j'ai lu des critiques sur le prix, alors je vous laisserai faire votre propre expérience tout seul. Vous allez sur n'importe quelle armerie en ligne, vous allez sur Nature Abeille, vous tapez pistolet 22 long rifle. Vous allez voir que, je suis désolé, mais le Glock 44, il est dans la moyenne basse. En tout cas, il est dans la moyenne des prix. La version non filetée doit être à 530. Cette version filetée est à 630, 650. Ça, c'est pas de la faute de Glock, hein. Tous les pistolets à canon fileté prennent 100 balles de plus dans la tronche. Donc, mais je suis désolé, 630 pour un Plinkster, c'est absolument pas abusé. C'est carrément dans la moyenne. Après, évidemment, si vous vous appelez French HDS ou la pistolerie, que je salue au passage, et que vous habitez aux États-Unis, on ne parle pas du tout de la même chose. Dans les armureries américaines, vous allez trouver du Hi-Point à 165 $, vous allez trouver du Ruger à 250 $. Donc, évidemment, c'est pas le même jeu. Et encore, j'ai été voir sur Butts Gun Shop, donc une des armureries en ligne les plus connues aux États-Unis. J'ai trié par prix, je suis désolé, le Glock 44 reste dans le tiers inférieur en termes de prix. Il est dans le premier tiers. Alors, il est en haut du premier tiers, on est d'accord, mais il est dans le premier tiers du prix. Donc, l'argument pour attaquer le Glock 44 en disant il coûte cher, si vous êtes américain, peut-être. Si vous habitez en France, il va falloir m'expliquer où vous fournissez. Ou alors vous n'achetez que des armes d'occasion, ce qui est votre droit. Dans ce cas-là, j'ai rien à redire. Voilà. Donc le prix est assez propre. La fabrication Glock. Voilà. Donc c'est... il n'y a rien à redire. Évidemment, si vous n'aimez pas Glock, vous allez trouver ça dégueulasse. Si vous vous en foutez... il n'y a rien qui dépasse, hein. J'essaie de vous filmer des gros plans, mais il va falloir m'expliquer ce qui vous gêne. Alors là, il y a de l'adhésif pour masquer les numéros de série. C'est normal, c'est pour la vidéo sur Internet. Mais ça ne devrait pas être là. Là, pareil, il y a un adhésif. Mais sincèrement, c'est propre. La seule finition qui me chagrine, moi, c'est sur la version filetée, cette espèce de tige-là qui dépasse. Clairement, sur le 19... Vous voyez, il y a juste la bague qui dépasse. Et là, ils nous ont mis cette espèce de bitonio dégueulasse. C'est pas terrible. Tant qu'on est dans les petits défauts, au demeurant, lorsqu'on le démonte et qu'on le remonte, oui, par contre, il est crade, hein, ça c'est de ma faute. Lorsqu'on le démonte et qu'on le remonte, il va falloir vachement faire attention à l'éjecteur qui vient taper contre la cover plate. Voilà, ça c'est sûr, c'est pas très Glock Perfection, il faut bien que ce soit aligné, sinon, vous le voyez sur mon exemplaire, c'est un petit peu abîmé d'ailleurs. Ça va venir abîmer le cran là, sachant qu'une cover plate Glock ça coûte rien, hein. Mais quand même,
L'éjecteur est très pointu et ça cause ce problème. Tant qu'on est sur les défauts, aucune version MOS n'existe, donc pour mettre une optique c'est Walou. En revanche évidemment les optiques sont... Alors, pardon. La hausse est sur queue d'aronde, donc on pourra la modifier. Accessoirement la hausse est réglable et livrée avec un petit tournevis, ça c'est bien. Le guidon c'est un guidon Glock dévissable par en dessous, donc je pense que ça peut être changé assez facilement aussi. Donc ça c'est pas un problème. Alors, les défauts. Le chargeur, 10 coups. Quand on sort une arme avec 30 ans de retard, monsieur Glock, on évite ce genre de conneries. Voilà. Ils avaient promis de sortir un chargeur un peu plus haute capacité. Ils ne l'ont pas fait. Ça fait 5 ans maintenant que l'arme est sortie, puisqu'elle est sortie en 2019. Toujours rien à ce niveau-là. Il y a une marque externe qui s'est fendu de sortir un chargeur 18 coups. Il y a un youtubeur français qui s'est fendu de faire une vidéo pour expliquer comment modifier ce chargeur pour avoir, je sais plus si c'est 15 ou 18, mais en tout cas une capacité plus élevée. C'est sûr que pour les gens qui font beaucoup de gongs en 22, bah, 10 coups, c'est assez ridicule. L'autre chose à dire concernant ce chargeur, c'est que je pense que sa conception a été modifiée sans que Glock ne dise rien. Parce que ma théorie personnelle, dont je n'ai aucune preuve pour l'étayer, mais c'est une théorie personnelle, c'est que les gros problèmes d'approvisionnement que certains youtubeurs, y compris certains youtubeurs français ont eu, est dû à la forme de ce chargeur. Moi j'ai eu très peu de problèmes d'approvisionnement avec ce chargeur, voire aucun. On va y revenir plus tard, mais c'était nickel. Je pense que le chargeur a été modifié en loose D et qu'ils ont notamment amélioré la planchette élévatrice. Malheureusement, je ne peux pas le prouver. Ce qui me fait penser ça, c'est que comme vous pouvez le voir, bien que ce soit un Gen 5, mon Glock 44 est dépourvu de l'encoche qu'il y avait sur les premières versions de la Gen 5, tout simplement parce que Glock, pour une des rares fois, a suivi le retour d'expérience client, à savoir que l'encoche qui devait aider à sortir le chargeur, c'est très bien sur un Glock 17, parce que la poignée est assez longue, mais sur un Glock 19, votre petit doigt vient taper pile dans l'encoche, et donc ça fait mal, c'est désagréable, voire ça peut blesser. Donc cette encoche a été virée assez rapidement. Et ils n'ont pas vraiment communiqué dessus, donc je pense que le chargeur aussi a dû subir des modifications pour avoir moins de problèmes. Ils auraient pu en profiter pour le passer à 18 coups. Voilà, ça c'est dit. Alors, on a fait quelques défauts, on va repasser à une qualité quand même. Vous pouvez percuter à sec avec un Glock 44. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, ils ont fait une petite encoche ici qui sert de témoin de chargement. Alors c'est une blague, parce qu'on va vous le montrer tout de suite. Donc là j'ai une douille de 22 vide, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la charger dans mon 44. Voilà. Donc, on a notre petit douille de 22 là-dedans. On ferme la culasse. Comme vous pouvez le voir, l'extracteur ne se soulève évidemment pas assez pour servir de témoin de chambre pleine, comme sur un Glock 19 par exemple. Donc, Glock a fait une encoche. Alors, vous voyez la farce, on voit le culot de la 22. Non, mais c'est une blague, quoi. Voilà, donc ça, pour servir de témoin de chambre pleine, enfin, sincèrement, c'est une farce. En revanche, ce que ça permet, c'est que... Là, il va falloir que je démonte tout, évidemment. Oui, vous allez voir ce Glock beaucoup démonté dans cette vidéo. Ce que ça permet, c'est que lorsque
le percuteur vient frapper, donc il vient frapper sur le haut ici, où il y a un très léger vide. Ce qui veut dire que si la chambre est vide, le percuteur va venir taper dans le vide. Donc pour mieux vous montrer, j'ai démonté ma cover plate, on va démonter le percuteur, ça suffira. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez voir ce qui se passe? Donc l'ergot de percuteur est en bas, voilà. Donc en fait tout simplement, lorsque le percuteur va taper, il va taper ici, c'est-à-dire que s'il n'y a rien dans la chambre, il va taper dans le vide. Éventuellement, la seule chose que ça peut fatiguer, c'est le ressort de percuteur. Mais ça ne va pas bousiller le percuteur, comme sur certaines autres armes. Donc ça, c'est un avantage. Glock précise que c'est pas une raison pour s'entraîner à driller à sec 50 000 fois par jour avec votre Glock 44. Je pense qu'effectivement, driller à sec avec un pistolet en 22, ça n'a pas d'intérêt, à moins que vous ne possédiez qu'un pistolet en 22. D'accord, mais sinon faites ça avec un Glock 19, faites ça avec n'importe quel autre pistolet. Les pistolets en 22 ne sont pas conçus pour driller à sec H24. Voilà, donc on peut en tout cas percuter à sec avec un Glock 44, ne serait-ce que parce que pendant le démontage vous avez armé accidentellement la détente, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, ça ne bousillera pas le percuteur, en tout cas pas à basse fréquence. Alors, on vient de citer une qualité, on va citer un défaut. Mon Glock 19, comme tous les Glock, était livré avec un bloc de dosseret, donc 4 dosserets, 2 sans busque allongé, 2 avec busque allongé. Le bloc fait office de chasse goupille et on a même une petite goupille ici de montage des dosserets au cas où on aurait perdu celle d'origine. Avec le Glock 44, on a des sachets en plastoc moche, dégueulasse, avec un chasse-goupille, sincèrement je sais pas ce que ça va tenir. Là on a une goupille de rechange, et le deuxième sachet, on a, je crois qu'il y avait un deuxième chasse-goupille, mais j'ai dû le sortir du sachet. Normalement il y a un deuxième chasse-goupille, il y a à nouveau une goupille de rechange, et il y a un tire-chiffon qui se monte sur la baguette de nettoyage. On ne sait pas ce qu'il fout là, mais au moins il a le mérite d'exister. Voilà, ça c'est pas très Glock Perfection. Accessoirement évidemment, la mallette est une mallette Glock standard, c'est-à-dire non verrouillable, car Glock vous vend les mallettes verrouillables 60 € sans déconner, toute honte bue donc. Sachant qu'évidemment, si vous achetez une mallette verrouillable à 60 €, la mallette gratuite d'origine n'a absolument plus aucun intérêt. Bravo! Voilà, bon ça c'est pour les petites critiques que j'ai à émettre contre ça. En dehors de ça, alors évidemment, je vais le redire, mais si vous n'appréciez pas les détentes Glock, si vous n'appréciez pas Glock, déjà j'ai envie de dire vous êtes trompé de vidéo. En dehors de ça, c'est un excellent petit Plinkster. Vous n'aurez qu'à suivre la série G44, vous allez voir que on peut faire d'excellents scores avec ça. Donc pour former un tireur novice, pour former un jeune, c'est très bien. Alors, tant qu'on en est à parler des qualités et des défauts, j'aimerais qu'on parle des défauts allégués à cette arme. À commencer par ce que vous avez remarqué de plus remarquable, c'est cette culasse avec le bas qui est en acier et le haut qui est en polymère. Et là on va s'amuser. Parce que la majorité des critiques sur le Glock 44, c'est de dire culasse elle est en plastique. D'accord. Moi je suis né en 1985. Le premier pistolet que Glock a sorti, c'est 1984. La première critique contre Glock, ça a été de dire Glock, des armes en plastoc, Glock,
des armes en toc. Glock, c'est des jouets, c'est tout en plastique, on dirait des jouets. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette critique? Tout le monde s'y est mis. Smith & Wesson a sorti le Sigma avec une carcasse en polymère. Sig Sauer, je ne vais pas en parler, ils ont sorti le 250, maintenant ils sont sur les 320, que des carcasses en polymère. Beretta a sorti la PX, carcasse polymère. CZ, bon bah regardez les productions actuelles, hein, la CZP10, CZP09, CZP07, que des carcasses en polymère, bref. Après que Glock ait sorti son premier pistolet et que tout le monde ait craché sur le fait que ce soit en plastoc, tout le monde a sorti des armes en polymère et tout le monde s'est mis accessoirement au Strike-Fire. Tout le monde. Ce qui veut dire que cet argument de merde, il a 40 ans. Et 40 ans plus tard, les gens qui sont si heureux de dégueuler sur Glock, ils nous ressortent exactement le même argument. Ah, c'est en plastoc, la culasse, elle est en plastoc. Non. Non, non. Ah. J'arrête d'oublier d'enlever le chargeur quand je veux le démonter, celui-là. Non, non. La culasse, elle est en acier. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup sur cette arme, c'est qu'ils ont mélangé le meilleur des deux mondes, à savoir le système de la demi-culasse qu'on retrouve sur le CZ75 Cadet, et en même temps le système de la culasse ultra légère qu'on retrouve sur les autres culasses, sur les autres systèmes blowback. Sauf qu'au lieu de mettre du Zamac ou de l'alu, eux ils ont été un petit peu plus originaux, ils ont mis ce qu'ils fabriquaient de mieux, c'est-à-dire du polymère. Voilà, donc vous avez là cette partie qui brille, je le vois briller, qui est en acier, et au-dessus il y a une masse de polymère dont le pourcentage est indéterminé. Vous voyez que là où la cartouche est prise, c'est également de l'acier. Donc en fait, partout là où il y a des contraintes, c'est de l'acier. Partout là où ça ne risque rien, c'est du polymère. Alors on peut comparer hein, avec mon 19. Vous voyez, tout est agencé pareil. Évidemment, on voit les différences. Le 44 est en Gen 5. Donc il a une sûreté de percuteur qui est de forme trapézoïdale là. Le 19 est en Gen 4, il a une sûreté de percuteur ronde. Alors, le canon du 19 a un ergot de verrouillage, évidemment. Le canon du 44, lui c'est un peu différent. Là il n'y a pas de verrouillage. En fait, vous avez deux encoches, une de chaque côté, qui viennent s'encastrer ici. Voilà. Mais c'est évidemment pas vraiment un verrouillage puisqu'il ne faut pas de verrouillage pour que ça puisse cycler avec du 22. Je peux aussi vous montrer l'intérieur des carcasses. Donc à gauche vous avez le 19, à droite vous avez le 44. La différence qui saute aux yeux, c'est évidemment sur le fameux éjecteur qui est très pointu et très fin sur le 44, qui a un petit angle et qui n'est pas pointu sur le 19. L'autre différence notable, évidemment, ça va être au niveau du verrouillage de canon, puisque le 19 fonctionne à culasse calée, donc il y a un bloc de verrouillage de canon. Le 44 fonctionne à culasse non calée, donc il y a un bloc de soutien du canon, mais qui ne verrouille rien et qui est en plastique. En dehors de ça, on a à chaque fois des rails en acier. Donc rail en acier sur lequel va coulisser une culasse en acier. Je trouve ça plus intelligent, par exemple, par rapport au FN502, où vous avez une culasse en Zamac qui recule sur des rails en acier. À un moment, nécessairement, le Zamac va s'user plus vite que l'acier. Ça va donner du jeu. Là, on est sur un vrai Glock. Hein. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'on est sur une véritable arme à feu standard. Il n'y a vraiment que le calibre qui change et quelques détails évidemment au niveau du fonctionnement, puisque encore une fois, ça ne pourrait pas fonctionner avec une culasse calée. Tout le reste, c'est 100% un vrai Glock. Voilà. Et là, je ne retrouve plus. Ouais, le ressort récupérateur, c'est celui-là. On voit qu'il a une petite pièce en plastique, alors que celui du 19, lui, est tout métal, tout acier.
Donc évidemment, faut pas se gourer. Mais ça se démonte comme un vrai Glock, ça s'utilise comme un vrai Glock. Donc si vous n'avez pas de problème avec Glock, eh ben c'est très bien. Voilà. Alors, le problème du chargeur qui orienterait les munitions dans un mauvais angle, ce qui créerait des problèmes d'alimentation. Vous savez, le fameux coup où il faut pousser vers le bas et laisser repartir pour que ça recale bien les munitions. Comme vous avez pu le voir dans le premier épisode de G44, j'ai eu ce problème avec les Winchester. C'était la première fois que ça me le faisait, ce qui me fait penser que c'est un problème qui arrive surtout lorsque le chargeur est sale, puisque là ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas nettoyé, il a pris des milliers de cartouches, hein. Donc il est assez sale. En tout cas, bon, c'est pas un problème qui arrive souvent. Je précise quand même pour nos amis anti-Glock que ceci n'est pas une arme de service, même si ça y ressemble. Il n'y a aucun policier, aucun militaire qui portera jamais ça à la ceinture. Donc c'est pas grave d'avoir ce genre de problème sur un stand de tir sportif. Alors, le problème, vous le corrigez. Voilà. Ça, c'était pour les arguments que je trouve pas légitimes. Donc, est-ce qu'on ne se ferait pas la petite conclusion? C'est un très bon Plinkster. Évidemment, à partir du moment où vous n'avez pas de problème avec Glock, voilà, si vous n'êtes pas un anti-Glock Rabic, ça marche très bien. Si vous n'exigez pas une détente à 600 grammes pour pouvoir tirer correctement, ça fonctionne très bien. C'est une détente Glock d'origine, hein, et pas de problème. Moi, je vais le redire, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fonctionne exactement comme un vrai. Il n'y a pas de canon goupillé à la carcasse, il n'y a pas de culasse sans hamac, il n'y a pas de chien planqué à l'arrière de la glissière pour le départ. On est vraiment sur un véritable Glock, avec ses qualités et ses défauts, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette arme, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. À la limite, je vais vous dire, vous voulez que je vous dise son plus gros défaut à cette arme? C'est que c'est un petit pistolet en 22 et que ça me coûte une place sur mon râtelier numérique. Voilà, ça m'agace. Je préférerais avoir un Kel-Tec MDRX ou un fusil à pompe en catégorie B. Ça me bouffe une place dans mon râtelier numérique. C'est peut-être la pire chose que j'ai à reprocher à cette arme. En dehors de ça, pour s'entraîner, c'est génial. Pour des petites séances de tir ludiques en 22, c'est très bien. Évidemment, si vous êtes tireur Glock et que vous avez d'autres Glock, ça rend service parce que ça vous permet de vous entraîner sur la même plateforme à moindre coût. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Comme d'habitude, amusez-vous bien, tirez bien